Eh bien, ça y est, nous sommes en direct. Vous êtes en direct sur LGC3 avec Marie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois, parce qu'on a fait beaucoup d'émissions ensemble, Alain Scoyi. Bonjour Alain. Bonjour Marie, comment vas-tu? Eh bien, écoute, je vais bien. Après une petite semaine de retour d'Inde où j'ai passé 2 mois, je commence un peu à me recaler dans les horaires, l'ambiance, les énergies. Voilà. Et puis bon, à peine posé que voilà, je redécolle le 30 avril pour l'Italie. Donc, toujours dans le voyage, toujours dans le mouvement. Super, c'est bien. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'aborder ce sujet de la vaccination qui fait toujours énormément de polémique, et notamment depuis qu'il y a eu le vote de cette loi sur les 11 vaccins injectés en une seule fois. Donc toi, tu as déjà, au niveau de la vaccination, tu es un vieux de la vieille, parce que c'est pas d'aujourd'hui que tu t'y es intéressé et que tu as acté des choses radicales. Oui, pour moi, le combat a commencé en 1994, lorsque l'État français a voulu vacciner tous les enfants de France dans les collèges et les écoles contre l'hépatite B. Donc à l'époque, j'avais écrit dans un premier temps à tous les médecins du Vaucluse, là où je travaillais à l'époque, pour leur demander de faire attention et leur dire que peut-être leur métier de médecin et leur devoir de médecin passait avant l'obéissance aveugle aux autorités politiques. Ça m'a valu, après 2 ans, évidemment, immédiatement après, quelques-uns de mes ex-confrères ont porté plainte devant moi contre l'ordre des médecins, et l'ordre des médecins lui-même a porté plainte devant moi contre l'ordre des médecins, c'est-à-dire devant lui-même. Donc après 2 ans de discussions très serrées, ça a abouti à ma radiation à vie. Mm. Radiation à vie pour délit d'opinion. Il faut savoir que le problème de la vaccination en France, tout particulièrement, ne relève absolument pas d'un problème scientifique, mais Mm. il relève d'une véritable religion. Mm. Et c'est vraiment très grave. Et quelqu'un qui ose contester aujourd'hui les vaccinations, ou qui ose faire trop de certificats de contre-indication, ou qui ose discuter l'intérêt des vaccinations, il est immédiatement classé comme hérétique et secte et tout ça, quoi, hein. Mm. Donc, Ce qui est d'ailleurs le cas pour beaucoup de domaines, malheureusement. La France, soi-disant le pays de la liberté, est certainement le pays le plus dictateur au monde. J'ai tout à fait. entendu ça dernièrement dans une petite vidéo. Et, C'est tout à fait ça, quoi, hein. Et il faut savoir que la pression est quand même excessivement forte, parce que être radié de l'ordre, ça veut dire perdre évidemment son métier, puisqu'on n'a plus le droit d'exercer. Encore en tant que psychothérapeute, je peux me le permettre, ça c'est toléré, mais ça veut dire aussi que même si on a cotisé pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans à la caisse de retraite des médecins français, si on est radié de l'ordre, on n'a pas un sou de retraite. ah C'est d'accord. radical, quel que soit ce que vous avez pu cotiser. Donc il faut bien comprendre que la pression de l'ordre des médecins par rapport à ça est extrêmement lourde, hein. C'est vraiment très. Hmm. Voilà, on n'est pas là pour discuter de ma En vie. tous les cas, merci à toi, Alain, de ce positionnement, parce que je pense que c'est grâce à des gens comme toi qui se positionnent fermement que l'histoire avance aussi, et que les lois évoluent, changent, et que les mentalités aussi évoluent, changent. Donc merci. Espérons qu'on va bientôt basculer dans autre chose, parce que pour le moment, c'est vraiment pas le pied encore. Oui, Ils ont oui. ajouté ces 11 obligations, alors que justement le Conseil d'État avait demandé à ce qu'on annule l'obligation vaccinale tant qu'il n'y aurait pas un vaccin sans aluminium. Ben, ça, c'est compliqué, quoi, hein. En tous les cas, il y a énormément de médecins aujourd'hui qui se mobilisent. Tu n'es plus tout seul dans ton coin. Oui, je sais bien, mais pas encore assez. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des éléments sur cette histoire de vaccin? C'est quoi le danger? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette peur de la maladie, ce besoin d'obligation? Tu parles de religion aussi. Voilà. Donc,
si vous voulez, je vais vous donner d'abord un certain nombre d'éléments de base, et puis à partir de là, on pourra discuter. Hein. Donc, la première chose à comprendre, c'est pourquoi on veut se vacciner, à quoi ça sert de se vacciner. Bien sûr, le but avoué du vaccin, c'est de se protéger contre une maladie donnée, et bien sûr, il y a autant de vaccins que de maladies dont on veut se protéger. Mm. Mais ce qu'il faut comprendre avant, c'est qu'est-ce que c'est qu'une maladie? Qu'est-ce que c'est qu'une maladie? Et il faut bien comprendre que chaque maladie est distincte des autres. Il y a des maladies qui sont de véritables maladies, il y a des maladies qui sont des pathologies. Et l'effet du vaccin va être complètement différent selon que c'est une pathologie ou une maladie. Alors, quelle est la différence entre pathologie et maladie? Si vous voulez, pathologie, étymologiquement parlant, ça veut dire pathos, la souffrance, logos, l'expression, ça veut dire exprimer une souffrance. Une pathologie, c'est une souffrance émotionnelle qui va s'exprimer, qui va se somatiser dans la matière, dans le corps physique, par un trouble, par un malaise, par un mal-être, par une déficience. Hein. Voilà. Mm. Je prends par exemple l'exemple de la poliomyélite. La poliomyélite n'est pas une maladie. La poliomyélite est une pathologie. C'est un conflit de déplacement. Ce sont des enfants ou des adultes qui ont, pour une raison ou pour une autre, un, un stress psychologique extrêmement lourd, extrêmement grave, qui vivent dans le silence, dans le non-dit, par rapport au déplacement. Par exemple, imaginez un enfant qui se fait extorquer de l'argent à l'école. Aller à l'école pour lui, ça va être un drame. La solution pour son cerveau, c'est de le paralyser. Comme ça, il n'a pas besoin d'aller à l'école. Alors, faire un vaccin pour une pathologie, c'est tout à fait anachronique et stupide quelque part, parce que le vaccin va lui donner une information, par exemple pour le vaccin contre la polio, il va lui donner une information de bloquer le mouvement par Mm. rapport à ce blocage du mouvement. Et donc le vaccin ne va faire que majorer le risque de basculer dans la pathologie qu'est la poliomyélite. Et c'est Mm. d'ailleurs très étrange, mais c'est le seul vaccin où les médecins ont utilisé comme adjuvant de l'immunité un antidote de la maladie qui est le chlorure de magnésium, qui a à peu près le même effet que la vitamine C. Parce qu'il y a eu tellement de conséquences désastreuses à la suite de cette vaccination qu'ils ont essayé de limiter les dégâts, quoi, hein, pour ne D'accord. pas aller ternir l'image de la vaccination. Mm. Donc voilà. Donc ça, c'est un problème extrêmement spécifique. La pathologie n'est pas une maladie et lorsqu'on fait un vaccin contre la pathologie, eh bien, on va plutôt avoir tendance à relancer de façon tout à fait évidente, claire et immédiate la fréquence et la gravité de ces pathologies. Alors après, il y a les maladies. Alors les maladies, elles se traduisent toujours par de l'inflammation, par des douleurs, éventuellement par de la fièvre. Et ces maladies sont au contraire des processus de guérison d'une pathologie. Mm. Et c'est la plupart du temps contre ça qu'on veut on veut empêcher ce processus de guérison par la vaccination. Hein, je prends l'exemple de la rougeole. La rougeole, c'est le conflit du sevrage de l'enfant par rapport à sa maman, dont l'enfant va un jour faire le deuil. Ce jour-là, il va vivre sa rougeole. Et la poussée de fièvre de la rougeole, c'est le moment où, justement, le travail de deuil psychologique est terminé et où il bascule définitivement dans la guérison. Après la poussée de fièvre, tout rentre dans l'ordre et tout va bien. La varicelle, c'est pareil, c'est la séparation du milieu intra-utérin qui était un milieu liquide et c'est pour ça que ça donne des éruptions avec des petites vésicules dans lesquelles il y a de l'eau. Mm. Voilà, donc on peut prendre beaucoup d'exemples comme ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'il y a réellement une maladie, essayer d'empêcher le développement de la maladie est contraire complètement au bon sens.
Mm. Alors évidemment, tout le monde vous dit, dans notre monde médical actuel, qui est en fait une religion, on nous dit le virus ou la bactérie crée la maladie. Alors c'est aussi intelligent que de dire que les moustiques créent la mare dans laquelle ils sont nés. C'est aussi intelligent que de dire que les mouches ont fabriqué le tas de fumier autour desquels elles tournent. Vous voyez, c'est vraiment complètement absurde. Ah, On est dans un système d'une incohérence totale, et il faut savoir que Pasteur lui-même, sur son lit de mort, a reconnu officiellement à son ami Renon, je crois que c'est comme ça, il a reconnu qu'il s'était trompé et que la bactérie n'était strictement pour rien dans la maladie. Alors, elle n'est pas pour rien. La bactérie, elle est toujours endogène, c'est nous qui les construisons pour mm, justement faire ce travail de guérison. d'accord. Et les virus, alors évidemment, le problème, c'est qu'il y avait des maladies sans bactéries. Hein, la rougeole, la varicelle, ils n'ont pas trouvé de bactéries. Donc, ils ont inventé l'idée du virus. Et ce qu'ils considèrent en fait comme des virus, ce sont les microzymas. 89 fois sur 100, ce sont les microzymas qui prennent pour des virus. Mais les microzymas, bien sûr, il y en a partout. Il y en a dans notre corps, absolument dans tout notre corps, mais il y en a aussi à l'intérieur des cellules. Alors, ils vont vous dire que les microzymas qui sont à l'intérieur des cellules sont des parasites intracellulaires. Ce ne sont pas des parasites, ce sont les bâtisseurs de la cellule. Hein, on est complètement à côté de la réalité. Voilà. Donc, ça, c'est très important à comprendre qu'il y a les pathologies et les maladies. Les Alors, maladies. juste pour les auditeurs, les microzymas, on avait fait une émission entière sur ce sujet. C'est très, très important, une émission très intéressante que vous pouvez aller retrouver sur LGC3. On l'avait fait l'année dernière, hein, en été 2017. Voilà. Tout à fait. Alors oui, on pourra en reparler parce que c'est vraiment un sujet d'une gravité et d'une importance fondamentale et qui remet en cause tous les fondements scientifiques de la biologie moderne. Tout Hein. à fait, ouais. C'est très très important. Alors voilà, donc on veut se protéger des maladies, on veut aussi se protéger des pathologies, mais se protéger des pathologies, comment on peut se protéger d'une pathologie? Bien évidemment en gérant le stress. Hein, si cet enfant dont je parlais tout à l'heure, cet exemple d'enfant qui se fait racketter à l'école, eh bien, si on l'amène dans un milieu où il peut s'exprimer, où il peut raconter sa souffrance morale, et si on s'occupe de gérer la situation au niveau de l'école, il ne fera jamais de polio. Il ne fera Mm. jamais de conflit de déplacement. C'est évident. Bon. Et les maladies, essayer de se protéger contre une maladie, c'est empêcher un processus de gestion du stress qui de toute manière ne peut que faire élever, évoluer vers la hauteur la personne qui est malade. Donc vouloir se protéger contre les pathologies ou contre les maladies est de toute manière absurde. Voilà. Alors, après, est-ce que les vaccins sont efficaces? C'est une autre question. Et c'est une question extrêmement grave. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que certains vaccins peuvent amener une protection spécifique. Et ça, c'est important. Et tous les vaccins sont différents puisqu'ils s'adressent à des pathologies ou des maladies différentes. Hein. Je prends l'exemple du vaccin contre le BCG. Le vaccin contre le BCG, il a deux avantages. Premier avantage, l'adjuvant de l'immunité, c'est une lessive qui est relativement peu toxique. Ils ont mis une lessive hein, avec Mm. comme adjuvant d'immunité. On verra tout à l'heure pourquoi il y a des adjuvants, parce que dans le cas du BCG, il faut savoir que cet adjuvant est absolument inoffensif et il est évacué en quelques minutes. Et par contre, le BCG, c'est une mémoire informationnelle qui est apportée à notre organisme. Cette mémoire informationnelle, elle donne, ça les médecins ne savent pas, hein, on est bien d'accord, mais dans la Mm. réalité, c'est comme ça que ça se passe. Elle donne au microzyma de l'organisme, elle donne à l'organisme lui-même une information pour qu'il puisse se permettre plus facilement de démonter certains types de cancers. C'est vrai pour le cancer du poumon, c'est vrai pour tous les cancers digestifs, que ce soit hépatique, intestinal ou ailleurs.
C'est vrai pour les cancers du rein, pour les cancers génitaux. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Et d'ailleurs, on a utilisé le BCG à titre de traitement pour certains cancers. Pas toujours avec justesse, parce qu'il y a certains cancers sur lesquels ça ne fonctionne pas, mais sur certains cancers, ça peut être utile de faire du BCG à grande échelle. Par D'accord. contre, il faut bien savoir, et ça c'est important, il faut savoir que 9 bébés sur 10 en moyenne viennent au monde avec un cancer du poumon, minuscule. Mais ils viennent au monde avec un cancer du poumon parce que, pourquoi? C'est toujours pareil, lorsque l'enfant est dans le ventre de sa maman et qu'il va venir au monde, eh bien, il vit ce passage comme une véritable mort. Il n'a pas forcément conscience qu'il va vivre autre chose après. Et cette mort, pour son cerveau, elle est symbolisée par la perte du souffle. Et le souffle, ce sont les poumons. Donc pour le cerveau, la solution à ce stress, c'est d'avoir un poumon plus efficient, plus efficace, un poumon au fonctionnement turbo. Et le cancer du poumon, c'est ça. C'est un poumon qui peut se permettre de respirer beaucoup plus efficacement et beaucoup plus vite. Et par conséquent, le bébé, avant de naître, construit un petit cancer du poumon. Ce cancer du poumon, Dieu merci, on ne va pas le dépister, on ne va pas le chercher chez le bébé. Mm. Merci, parce que ce serait épouvantable, bien sûr, compte tenu de la religion médicale d'aujourd'hui. Ça entraînerait des conséquences, des, des, des Ouais. traumatismes, des empoisonnements, des mutilations qui seraient absolument effroyables. Bon. Mais ce cancer du poumon, lorsque l'enfant est venu au monde, s'il est en bonne santé, il n'en a plus besoin. S'il n'est pas spécialement carencé en vitamines, il va pouvoir l'évacuer en 3 semaines, un mois. Mais pendant ces 3 semaines, un mois, il va faire ce qu'on appelle une primo-infection tuberculeuse. Cette primo-infection tuberculeuse, bon, c'est absolument sans gravité. Il aura un petit peu de toux, il va avoir un petit peu de fièvre le soir. Voilà. Et puis ça va s'arrêter là. Et éventuellement, il va cracher, éventuellement même quelques petits filets de sang dans les crachats. Et c'est tout. Et l'enfant va être guéri et on n'en parlera plus. Sauf si on fait le diagnostic de tuberculose, parce qu'à ce moment-là, les médecins vont le mettre sous antibiotiques, c'est-à-dire des chimiothérapies relativement moyennes comme puissance, qui vont bloquer ce travail de démontage du cancer du poumon, puisque ça crée un stress toxinique qui bloque le processus de guérison. Et au lieu de durer un mois, ça va durer 9 mois. Mm. Et bien sûr, si les microzymas, on les empêche de travailler, ben, s'ils ne peuvent pas travailler, ils ne travaillent pas. Voilà, alors on va parler de contagion par le bacille tuberculeux, mais c'est des bêtises. C'est notre organisme lui-même qui fait le travail. Par contre, s'il y a une information qui vient de l'extérieur, que ce soit effectivement par des bacilles tuberculeux qui viennent du grand-père ou qui viennent d'une personne qui a la tuberculose quelque part, ou si l'information vient d'un BCG, le processus de démontage de ce cancer du poumon va survenir plus tôt. Et ça a été le drame du BCG qu'on faisait à la naissance ou qu'on faisait dans le mois qui suivait la naissance, parce que il faut savoir que les 9 premiers mois de la vie, l'enfant grandit de 4 à 5 cm par mois, il grossit de presque 500 grammes à 1 kg par mois, ce qui est une poussée de croissance phénoménale. Et il est clair que pendant cette période de croissance énorme, il ne faut surtout pas demander à l'organisme de démonter en plus quelque chose qui ne le gêne absolument pas. Mm. Donc, si on lui demande de le faire, par le BCG ou par cette contamination, évidemment, l'enfant va avoir des problèmes de croissance, il va avoir des dysfonctionnements partout, ça va pomper toutes ses réserves de vitamines, et le moindre rhume, la moindre bronchite va dégénérer, il va faire des trachéites, il va faire des laryngites striduleuses, il va faire toutes les complications possibles et imaginables, parce qu'il est en carence de vitamine C. Voilà. Bon, bien sûr, si on donnait beaucoup de vitamine C, à ce moment-là, on pourrait pallier à cet inconvénient. Mais je veux dire, de toute façon, il n'y a aucune urgence à vacciner par le BCG un bébé. Il n'y a pas de raison de le vacciner par le BCG. C'est complètement absurde. Voilà. Alors après, faire un BCG plus tard, à titre thérapeutique, dans un cas spécifique, pour stimuler le démontage d'un cancer digestif, rénal, pulmonaire, ok, là, ça peut se justifier. Le reste du temps, le BCG n'est pas justifié. Quoi, hein. Voilà.
Alors après, il y a toute la série des vaccinations euh, contre des maladies virales, contre des maladies infectieuses, contre des maladies diverses. Et alors là, il faut savoir que cette nouvelle catégorie de vaccins n'apporte pas de protection spécifique. Alors la protection, on appelle ça l'immunité. Et j'aime beaucoup l'expression du docteur Tal Schaller qui dit l'immunité, c'est l'hymne à l'unité. L'hymne à l'unité, c'est magnifique, je trouve ça, c'est vrai. Il n'y a que comme ça qu'on peut envisager l'immunité de façon sérieuse, parce que si on dit immunité, on suppose que la santé est la victoire par rapport à une guerre contre des bactéries ou contre des virus. On est dans un système de guerre et on est bien sûr dans la peur. Et Mmh. c'est terrible. Parce que si on est dans la peur, ça crée le stress, etc., etc. Bon, voilà. Donc, le vaccin contre la rougeole, le vaccin contre la varicelle, le vaccin contre les oreillons, ce sont des vaccins qui s'adressent à des maladies. Si on fait ces vaccins et s'ils sont efficaces, ils vont empêcher un processus de guérison qui était presque un processus initiatique, au plan de l'évolution spirituelle et globale et psychique. On va empêcher ce processus de se produire. Et c'est efficace, ça marche. Mais ça marche pourquoi? Ça ne marche pas parce qu'on inocule du soi-disant virus rougeoleux plus ou moins atténué ou vivant, enfin peu importe, ou du virus des oreillons ou des choses comme ça, puisque tout ça sont des microzymas, donc ça n'a absolument aucun effet. Mais ça marche parce qu'il rajoute dans le vaccin un poison excessivement violent, qu'il baptise pompeusement stimulant de l'immunité. Hein, Mmh. non, c'est pas le terme, pardon, j'ai un trou. Ça va revenir. Ouais, ça va revenir. Vous donne. Bon, voilà, c'est fait soi-disant pour stimuler l'immunité. J'avais discuté une fois avec un grand ponte de l'Institut Pasteur qui était venu donner une conférence à Grenoble. Et je lui avais demandé comment ça fonctionne. C'est l'adjuvant, voilà. C'est pas le stimulant, c'est l'adjuvant de l'immunité. Je lui ai demandé comment fonctionne l'adjuvant de l'immunité. J'ai fait l'âne, hein, j'ai été dans l'assistance et j'ai posé la question au public. Et alors il m'a raconté la blague de Coluche vis-à-vis des enzymes anti-redéposition. Je sais pas si tu connais cette Oui, histoire. oui, Hein. oui. Oui. C'est les enzymes qui ont des petits bras musclés qui maintiennent la crasse, qui tapent du pied contre l'hublot. Sortez vite le linge pendant que je maintiens la crasse. Voilà. Donc il m'a raconté la même chose. C'est-à-dire qu'il m'a raconté que ce poison, qui est un métal, qui est n'importe quoi, va maintenir solidement devant les cellules immunocompétentes l'antigène le temps que cette cellule immunocompétente fabrique l'anticorps. Mais vous imaginez, mais raconter des conneries comme ça, il y avait 500 personnes dans la salle et personne n'a rien dit. Comment un métal inerte, sans conscience, sans intelligence, sans rien, pourrait maintenir devant le lymphocyte capable de fabriquer soi-disant des anticorps, il pourrait maintenir un antigène. Mais c'est du n'importe quoi. On se moque littéralement du monde. Voilà. Alors, comment agissent effectivement ces adjuvants d'immunité? Ouais, tout à fait. Ils agissent en créant un stress toxinique. Un stress toxinique énorme, monstrueux, parce que, il faut le savoir, le principal adjuvant d'immunité, c'est l'hydroxyde d'aluminium. L'hydroxyde d'aluminium, lorsque je me suis lancé dans ce combat contre les vaccins en 1994, le vaccin hépatite B par exemple, et tous les vaccins de l'époque contenaient 1250 microgrammes d'aluminium. Mmh. Aujourd'hui, ils ont baissé. On est entre 250 et 400 microgrammes. On a fait tellement de battage à l'époque qu'ils ont quand même eu un peu peur. Il faut Mmh. savoir qu'en 1997, dans le Concours médical, qui est un journal médical extrêmement sérieux, le docteur Garnier, qui était le patron du service antipoison de Paris, expliquait de façon claire, noir sur blanc, qu'à partir de 60 microgrammes d'aluminium par litre de sang dans un organisme vivant, les dégâts étaient irréversibles sur le cerveau, sur le rein et sur les os.
Mmh. Ça, c'était exprimé noir sur blanc. On a écrit à ce docteur Garnier à l'époque, moi et quelques amis, en tant qu'association, on a écrit pour lui demander que pensez-vous de l'aluminium vaccinal 1250, 20 fois plus. Mmh. Il nous a dit, mais là, il n'y a aucun problème. Ah, ah. Alors, on est dans quoi là? On est dans la science ou on est dans le mythe religieux? On est dans n'importe quoi. Alors aujourd'hui, il y a encore 250 à 400 microgrammes d'aluminium, c'est-à-dire infiniment trop. Il faut savoir qu'un bébé n'a même pas 1 litre de sang dans le corps. Donc vous Mmh. imaginez la quantité d'immondices, de poisons excessivement violents qu'on inocule dans le corps de ce bébé, qui va traverser tous les filtres, toutes les barrières possibles, puisqu'on l'injecte directement sous la peau, ou littéral, ou directement dans le muscle. Donc, c'est évident que ça crée un stress toxinique monstrueux, et ce stress toxinique empêche le processus de réparation qu'est la maladie. Et donc, il y a une efficacité qui n'est pas du tout spécifique, mais il y a une efficacité qui va empêcher toute maladie de se développer à ce moment-là. Donc, Mmh. Eureka, le vaccin marche. Le seul problème, c'est que l'organisme finira un jour par éliminer ce poison. Et à ce moment-là, la maladie pourra reprendre son cours. Mmh. Mais au lieu de la faire à un âge, par exemple entre 5 et 10 ans, où un enfant est parfaitement en forme, il est débordant d'énergie et c'est encore près du traumatisme initial, donc ça va se passer relativement bien, ben, on va le faire à 40 ans, et là, au lieu d'être malade pendant une semaine, on va être malade pendant des semaines et des semaines, ça va déclencher la maladie sera infiniment plus grave. Donc, là encore, on est dans l'absurdité, dans le non-sens, mais on est dans une espèce de croyance religieuse qui n'est absolument pas scientifique. Mmh. Très intéressant. Alors, il y a encore d'autres vaccins, et ça encore, il y a des vaccins qui ne peuvent apporter aucune protection, mais scientifiquement parlant. Et ça, tout le monde devrait le savoir, mais les médecins en général ne le savent pas, mais tous les grands patrons, tous les grands spécialistes en infectiologie le savent. Et je parle essentiellement du vaccin tétanos. Alors, pourquoi le vaccin tétanos ne peut en aucun cas agir? Mais pour une raison excessivement simple, qui est de l'ordre de la physiopathologie, c'est-à-dire le mécanisme de l'apparition de cette maladie. Le tétanos, il se produit lorsque du muscle a été broyé par un traumatisme, écrasé, ou lorsqu'il a été nécrosé à la suite d'une injection de poison, par exemple. Si par exemple on vous fait un vaccin et qu'au lieu de le mettre en sous-cutané, on l'injecte à l'intérieur du muscle, comme on fait aujourd'hui par exemple pour certains vaccins, je crois que l'hépatite B se fait en intramusculaire, si mes souvenirs sont bons. Enfin, je suis pas trop spécialiste de la Mmh. question, donc je suis pas très... Mmh. À ce moment-là, le poison peut nécroser le muscle. Le muscle nécrosé, c'est comme un corps étranger pour le corps. Et donc, les microzymas vont essayer de déblayer ce corps étranger. Pour déblayer ce corps étranger, ils ont besoin de se mettre à plusieurs pour créer comme un bathyscaphe qui leur permet d'aller travailler dans un endroit où il n'y a pas d'oxygène, ou un endroit vraiment très difficile au niveau des conditions de survie. Et par conséquent, ils construisent du bacille tétanique. S'il y a carence en vitamine C, et seulement s'il y a carence en vitamine C, ces bacilles tétaniques vont émettre une toxine qui est la toxine tétanique. Le vaccin est soi-disant destiné à inhiber cette toxine. Eh bien, le seul problème, c'est que la toxine va migrer depuis la lésion, depuis le muscle broyé, jusqu'au cerveau. Ce qui explique d'ailleurs que le temps d'incubation va varier. Si le muscle se situe au niveau du pied, l'incubation va se passer en 8 jours. Si le muscle se situe au niveau de la main, ce sera 3 ou 4 jours. Si c'est au niveau de la face, ce sera quelques heures. Voilà. Mais cette migration de la toxine se fait par l'intérieur de l'axone nerveux, c'est-à-dire l'intérieur de la cellule nerveuse avec son prolongement. Et il faut que petit à petit, il y ait imbibition de cet axone
jusqu'au cerveau, jusqu'à ce que ça arrive sur le cœur de la cellule, et c'est à ce moment-là que la maladie tétanos va se déclarer. Voilà. L'anticorps, qui est soi-disant destiné à inhiber cette toxine, lui, se trouve dans le sang. Donc, il ne se rencontre jamais. Donc, c'est un vaccin qui ne peut en aucun cas apporter la moindre protection à personne. Et ça, c'est important. Je me souviendrai toujours d'un épisode de ma carrière d'étudiant en médecine. En fin d'études de médecine, on fait des stages dans les hôpitaux. Et un jour, j'étais de garde dans un service d'infectiologie à Montpellier. Et puis, on a reçu à 6 heures du soir un malade qui avait le tétanos. Alors, évidemment, il faut savoir qu'il y a très, très peu de cas de tétanos en France. Il n'y en a pas plus de 10 par an. C'est exceptionnel. Hein. Et alors, par conséquent, un malade qui arrive à l'hôpital avec un tétanos, tout le monde se dérange. Le grand patron est venu en personne. Et c'est lui qui, évidemment, devant la cour des internes, des externes, des stagiaires et tout ça, a fait l'examen du malade, il a pris la plume pour le mettre en opisthotonnose, parce que ce sont des malades, malheureusement, la moindre stimulation la plus légère déclenche la crise dans laquelle ils ne peuvent plus respirer, ou le cœur s'arrête de battre, enfin c'est dramatique, quoi, hein. Et donc, il nous fait l'expérience, tout ça, et puis c'est lui qui va dicter la suite du traitement aux infirmières et aux internes qui sont là, et tout le monde est content. Et puis, c'était je ne sais plus, dans les années 70, 72, on venait de mettre au point le sérum antitétanique humain. Jusque-là, le sérum antitétanique qu'on utilisait, c'était du sérum de cheval qui pouvait donner des réactions allergiques graves. Le sérum humain, lui, ne donne aucun problème de tolérance. Et je constate que tout son discours, toute sa prescription ne comporte pas de sérum antitétanique humain. Et je lui pose la question. J'ai osé lui poser la question. Alors, il m'a regardé, mais vous imaginez pas. C'est quelque chose que je me souviendrai jusqu'à la fin de ma vie. Comme si j'étais une crotte d'oiseau qui tombait par mégarde sur le coin de son bureau. C'est hallucinant. Il m'a regardé, mais vraiment comme si j'étais la merde la plus hallucinante qui puisse exister au monde, la plus puante, la plus dérangeante qui puisse exister, en me disant, mais enfin, tout le monde sait bien que ça ne sert à rien. Tout le monde sait bien que ça ne sert à rien, sauf les médecins, apparemment. Même les homéopathes. Hein, je me suis fait insulter un jour par un homéopathe de Toulouse qui prétendait qu'il y avait un mort par jour par le tétanos, ce qui est complètement délirant, et qui m'a dit au moins le vaccin contre le tétanos, il faut le faire. Mais c'est une Donc ça, c'est un vaccin qui ne peut jamais, jamais donner la moindre protection. C'est d'ailleurs pas une maladie contagieuse, c'est une maladie qui survient toujours après écrasement musculaire. Enfin bon, on pourrait parler longtemps sur le vaccin tétanos. Alors, figure-toi que ça m'amuse, mais pas tant que ça, parce que pendant que j'étais en Inde, je me suis coupé le doigt, mais bien, 1 centimètre, ça a touché presque l'os, quoi. À tel point, la coupure était tellement profonde et violente que je suis tombée dans les pommes. Et en fait, j'ai fini 2 jours après au centre de santé, parce que moi, j'ai mis de l'argile, hein, intuitivement, je me soignais ça à l'argile. Et on me disait, mais il faut absolument que tu te fasses un vaccin anti-tétanos. En plus de ça, le couteau était rouillé. Et j'y suis allée, effectivement, ils m'ont proposé le vaccin anti-tétanos. Et moi, en fait, j'ai une histoire familiale. J'ai ma grand-mère, la mère de mon père, qui est décédée du tétanos. Et ça m'a fait un truc, et j'ai pas pu résister, et je me suis fait vacciner pour le tétanos. Tu as pris du poison. Voilà. J'ai pris du poison, mais alors j'imagine que ce poison, il est quand même éliminé par le corps. Oui, le problème, c'est l'aluminium qui est avec, quoi. Voilà, Ça, c'est pas pareil. Autant la toxine est éliminée très facilement, autant l'aluminium qui va avec, lui, n'est pas éliminé. Basta. Bon, il faut savoir quand même, pour en conclure sur le tétanos, un dernier mot. Prendrait la vitamine C. Si on fait une injection intraveineuse de chlorure de magnésium, le tétanos guérit en une demi-heure. Si on fait une injection intraveineuse de même pas plus d'1 gramme de vitamine C, le tétanos guérit en 2 minutes. 2 minutes. Hein, et ça, c'est important à comprendre parce que quelque part, on fait beaucoup de cinéma aujourd'hui autour de la vitamine C liposomale qui, soi-disant, pénétrerait plus facilement dans les cellules et tout ça. Mais une injection intraveineuse de vitamine C, en 2 minutes,
tout l'organisme est imprégné de cette vitamine C et le tétanos est guéri totalement, sans séquelles, sans complications. Alors que le traitement officiel, c'est poumon d'acier ou respirateur artificiel, c'est curare, c'est-à-dire vraiment des doses énormes de poison et sur des semaines, et malgré ça, des souffrances épouvantables pour les malades. Dieu merci, on les guérit la plupart du temps, pas toujours, mais on les guérit la plupart du temps, alors que 2 minutes avec 1 gramme de vitamine C, ils seraient guéris. C'est dommage. Donc ça a été expérimenté de façon tout à fait rigoureuse et scientifique aux États-Unis, et je ne comprends pas pourquoi on n'utilise toujours pas la vitamine C injectable en France. C'est quelque chose qui est interdit. Là encore, on est dans un système qui n'est pas scientifique, c'est un système religieux. Pasteur n'a jamais appuyé la moindre de ses soi-disant découvertes par des expérimentations. La plupart des soi-disant découvertes qu'on lui attribue, il les a recopiées de ses confrères de l'époque. Mais tout ce qu'il a fait sur les vaccins, c'est du n'importe quoi. Hein. C'est vraiment Alors, épouvantable. il y a des petites questions qui arrivent. Est-ce qu'on les démarre maintenant ou on attend Je encore un vais peu? peut-être terminer rapidement la théorie. Il n'y a Oui, pratiquement plus rien à vous dire. Hein. oui. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est quelles sont les peurs qui se cachent derrière cette frénésie des vaccinations. Et ça, c'est important de comprendre que, quelque part, le système médical moderne est un système religieux qui n'est absolument pas scientifique, et le système des vaccinations, c'est le sommet, c'est le sacrement de cette religion médicale. Hein. Voilà. Et quelque part, on a peur de la maladie. Parce qu'on ne sait pas, notre médecine moderne n'a rien compris sur le sens de ces pathologies, de ces maladies. Elle est dans une délecture de la réalité. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, les mouches autour du tas de fumier. C'est du n'importe quoi. On est dans un mythe et on est dans une guerre perpétuelle. Et pourquoi? Eh bien, je crois qu'à l'origine, il y a un problème spirituel. Quelque part de l'Église catholique en France et en Europe, c'est pas mal disqualifié à travers tout ce qu'elle a pu faire comme horreur entre l'Inquisition, les guerres de religion, toutes ces horreurs. Quelque part, l'Église s'est disqualifiée. Quelque part, le message de Jésus-Christ n'a pas été compris. Jésus-Christ est arrivé dans un système politique particulier. Il voulait parler d'amour, et puis on attendait un Messie qui soit investi de la puissance divine pour dissoudre tous les ennemis et reprendre le pouvoir et reconquérir un empire. Et ça, c'était pas du tout ce qu'il était venu faire. Et par conséquent, personne n'a rien compris à son message. Et l'Église catholique, à part quelques saints qui ont émaillé son histoire par-ci, par-là, l'Église catholique est à côté de la plaque dans son enseignement, dans son catéchisme. Ils n'ont pas compris cette réalité-là. Voilà. Et quelque part, on est toujours avec le mythe judéo-chrétien, avec un Dieu qui est là-haut derrière ces nuages, et qui est quelque part un père fouettard, et qui nous punit de fautes hypothétiques. Et alors évidemment, on est dans cette peur perpétuelle et on s'imagine que la maladie, c'est la punition et il faut essayer de se protéger. Et par conséquent, on rejette ce Dieu narcissique qui est là-haut et qui est quelque part un pervers narcissique, pas par excellence. Il est terrifiant et quelque part, on s'est trouvé un autre Dieu, un Louis Pasteur, sauveur de l'humanité. Voilà. Donc, il faut revoir tout ça. Alors, il y a un film, enfin même 2 films, je l'ai mis sur Facebook, c'est très important. Il y a un film qu'il faut voir, qui est remarquable, qui est fait manifestement par un musulman, mais c'est absolument extraordinaire. Ça s'appelle « Si tu aimes ton enfant, regarde ». Il y a 2 épisodes. Il y a le 1 et le 2, il faut regarder les 2, c'est hallucinant. Quand il explique comment sont fabriqués les vaccins, c'est hallucinant. Donc je crois qu'il faut arriver à sortir de ce système médical, et donc ce serait bien de faire une conférence sur cette religion médicale. Oui, bon, on va faire ça. Notre prochaine émission, c'est sur la Voilà, religion médicale. Tout à fait. voilà, ça va être génial. Ouais. Voilà. Il faut arriver à comprendre que tout ce système médical n'est pas scientifique.
Mmh. Il est basé sur des hypothèses totalement gratuites. Ça n'a jamais été prouvé scientifiquement. Et toute notre médecine moderne, elle est à côté de la plaque. Elle est, moi je dis souvent, c'est un petit peu comme si tu imagines une voie ferrée et puis il y a une voie qui part qui est une voie de garage et puis au bout de la voie de garage il y a un butoir et donc on est là. La médecine moderne elle a avancé jusqu'au butoir et là elle a beau faire ronfler la locomotive, on ne peut plus avancer. Et c'est l'échec total sur la maladie, sur les cancers, sur toutes ces choses-là parce que on est à côté, on n'est plus sur les rails. On a Mmh. quitté les rails de la science et de la vérité. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire comme théorie. Regardez le film si ton enfant regarde. Hein. Oui, donc sur Facebook, mais je le partagerai, je le mettrai sur mon Facebook aussi. OK. Alors donc, Des questions. Doom qui nous dit: «Bonjour, les thérapeutes actuels prêtent-ils encore serment d'Hippocrate ou certains se contentent, de celui d'Hypocrite?» Alors, je crois par rapport à ça il faut bien comprendre la réalité. Bon, il y a cette pression du Conseil de l'ordre. On en a parlé tout à l'heure, qui est colossale. Je ne sais pas si on peut réaliser, moi, avant la radiation, j'ai gagné 50 000 francs par mois. Du jour au lendemain, j'ai gagné 0 franc. C'est un choc. Il y a la retraite après qui est bannie, ça je ne savais pas, je viens de découvrir. Hein. J'ai 71 ans, je viens de demander ma retraite. Bon, et maintenant, il n'y a pas de retraite. Terminé, je n'en aurai jamais. Bon, c'est quand même une pression qui est absolument colossale, même si elle est implicite. Hein. On ne m'avait jamais dit avant que le fait d'être radié éliminait la retraite. Mais implicitement parlant, c'est comme ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les études médicales, c'est entre 7, 8 et même 14, 10, 14 ans pour les spécialités de lavage de cerveau. Mmh. C'est-à-dire que quand moi j'ai posé la question à ce professeur sur le tétanos, je suis véritablement tombé sur le cul, quoi, moralement. C'est un effondrement. Pendant 7 ans, on m'avait baratiné sur l'efficacité et l'intérêt et l'importance de faire le vaccin contre le tétanos. Au moins celui-là. Eh bien non, il sert à rien. Hein. Donc il y a un véritable lavage de cerveau. Il m'a fallu quand même, je me suis installé en fin 73, j'ai compris la problématique des vaccins 3 ans après, c'est-à-dire vers 82-83. Non, 73, qu'est-ce que je dis? Je ne sais plus quand vers 76. Voilà. Et puis, euh, et puis j'ai vraiment découvert la véritable science médicale 20 ans plus tard, en 96. Hein, c'est quand même, il faut du temps pour sortir de ce lavage de cerveau. Donc je pense que les médecins sont sincères, ils pensent réellement bien faire. Donc Mmh. quand ils prêtent le serment d'Hippocrate, je pense qu'ils sont sincères. Mais après, les pressions sont telles que quelque part ils s'interdisent de réfléchir. Mmh. Hein. Donc effectivement, là, ils sont plus dans les rails du serment d'Hippocrate, c'est ça. Voilà pour répondre à cette question. OK, alors la suite de la question, c'est, Pasteur a-t-il été un jour bienveillant? Pasteur a-t-il été un jour bienveillant? Il a eu des comportements parfois très étranges. On peut se poser la question. Les deux garçons qu'il a soi-disant guéri sauvés de la rage, il en a fait. Il les a maternés, il leur a donné de l'argent, il les a fait embaucher à l'Institut Pasteur comme jardinier ou comme portier. Enfin, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on peut dire de Pasteur et quel est son devenir. Il a quand même reconnu sur son lit de mort qu'il s'était trompé. Bah, après, c'est un petit peu toujours la même chose, hein. C'est-à-dire que la personne, elle est ce qu'elle est. C'est aussi ce que l'environnement, fait de ce qu'elle a dit. C'est-à-dire que, Bien sûr, c'est quand même les autres qui ont généré, sa parole, qui ont qui ont porté perpétué. sa parole, oui, tout à fait. Il, y a, il paraît qu'il était extrêmement autoritaire, extrêmement cassant, mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas bienveillant. Mmh. Hein. Je, je pense qu'il pensait bien faire. Je ne sais pas. Mmh.
Bon, je pense que c'est une question un peu provocatrice, et qui en précède une autre qui nous dit: «Est-ce que si nous avions besoin de vaccins, nous ne naîtrions pas avec une seringue à la main?» Ça, certainement. Ensuite, si les vaccins étaient vraiment efficaces, quel intérêt de l'imposer à tous si les vaccinés sont immunisés? Oui. Alors, la grande excuse à l'obligation vaccinale, c'est la prise en charge par l'État des conséquences funestes éventuelles, hein. Donc ça, c'est l'excuse officielle. Alors, l'imposer, ça fait partie de l'absurdité du système. Je ne vais pas défendre cette hypothèse, l'intérêt d'imposer un vaccin. Il est clair que si la population est vaccinée, selon la religion officielle, elle est protégée. Et pourtant, on reproche à ceux qui ne sont pas vaccinés de contaminer ceux qui le sont. C'est du n'importe quoi. Mmh. On est Mmh. dans un système d'une absurdité absolue. Mmh, bien sûr. Alors Karine nous dit, «Qu'avons-nous comme alternative? Se faire vacciner et appliquer une compresse d'argile directement après la vaccination est-il efficace pour limiter les effets négatifs du vaccin?» Non, c'est pas efficace. Là, je suis absolument formel. Si vous voulez, le problème du vaccin, c'est pas la soupe de purulence qu'on vous inocule. Le problème du vaccin, c'est l'adjuvant de l'immunité. L'adjuvant de l'immunité, c'est l'aluminium, Mmh. c'est du mercure, c'est un certain nombre de poisons absolument effroyables. Si vous regardez le film, si tu aimes ton enfant, regarde, vous verrez, vous voyez un des plus hauts dirigeants des laboratoires qui fabriquent les vaccins qui vous explique en clair qu'ils font n'importe quoi, hein. Et ces métaux lourds, ils ne peuvent pas être neutralisés par une compresse d'argile, ils ne peuvent pas être aspirés à l'extérieur par une compresse d'argile. Donc, la seule vraie solution, alors on parle aussi de nanoparticules, ces métaux lourds seraient des nanoparticules, mais les nanoparticules sont maîtrisables par nos microzymas. Donc, la seule solution, c'est de donner aux microzymas les moyens d'éliminer ces poisons effroyables. Et ces moyens d'utiliser ces poisons, ce sont les vitamines C, E et B. Il faut leur donner, alors pas la B17, hein, qui est une chimiothérapie, mais toutes les autres vitamines B, la vitamine C en quantité et la vitamine E pour travailler sur le cerveau et éviter l'empoisonnement du cerveau. Avec ces vitamines, on doit pouvoir éliminer les métaux lourds qui sont les fameux adjuvants d'immunité et qui sont véritablement les grands, les grands pourvoyeurs de complications gravissimes, Mmh. hein, qu'elles soient, la plupart du temps, ce sont des complications neurologiques. Mmh. Je ne sais plus qui c'est qui disait, je crois que c'est Jean-Pierre Joseph ou Christian Talchaler qui expliquait que celui qui était derrière la ministre qui a imposé les 11 vaccins, c'était c'était un grand patron de neurologie. Et il disait c'est génial parce qu'avec les vaccins, il se, il, il s'est garanti une clientèle à vie. Hein, Mmh. parce que si effectivement cette campagne de vaccination dure, j'espère que ça va changer rapidement, mais si cette campagne de vaccination est confirmée et si elle est effective, euh, il va y avoir des scléroses en plaques, il va y avoir Mmh. des complications effroyables, des autismes, là il n'aura pas fini de travailler ce brave homme. Ouais, ouais. Alors Doom qui nous dit encore: «Par quel miracle juridique les fabricants de vaccins peuvent-ils se dédouaner des effets secondaires funestes de ce qu'ils ont eu l'opportunité de mettre sur le marché?» Alors c'est toujours pareil. Bon, pourquoi notre Macron national a-t-il voulu faire des vaccins et voulu lancer cette histoire des 11 vaccins? C'est bien évidemment pour renvoyer l'ascenseur aux gens qui l'ont monté au pouvoir par la pub et par tout Mmh. l'argent qu'ils ont déversé dans cette élection, complètement truquée en profondeur, quoi, hein. Mmh. Comment les laboratoires peuvent se dédouaner des effets secondaires? Mais justement parce qu'il y a obligation. Mmh. S'il y a obligation, l'État prend en main Mmh. la gestion des complications et des effets secondaires. Et voilà. Et alors après, dans les autres pays, que ce soit en Espagne ou dans les pays où il n'y a pas d'obligation, alors là, il y a beaucoup plus de risques pour eux,
hein, il risque beaucoup plus d'être embêté. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas une complication sur 100 qui est déclarée. Hein, la plupart du temps, les gens vivent ces choses-là. Je crois que en Afrique, par exemple, quelqu'un qui racontait qu'il il a visité un village et puis il a sympathisé avec les habitants, et puis il revient 6 mois après. La première fois, il y avait des enfants qui couraient partout. Il revient 6 mois après, il n'y a pas un seul enfant. Et il dit, mais où sont les enfants? Ben, il y a eu la vaccination polio, ils sont tous morts. Voilà. Mais personne n'a rien dit. Hein, ces gens-là ont accepté. Voilà. Hein, les morts subies du nourrisson, les choses comme ça survient 24, 48 heures ou des fois dans l'heure qui suit la vaccination. Personne ne dit rien. Et on ne fait pas le lien avec la vaccination. Ça ne peut pas être le vaccin. C'est un hasard. C'est la mort subie du nourrisson. On a planté une autre étiquette. Voilà, on est dans un système religieux et voilà, il ne faut pas. Système dogmatique. Voilà, c'est une dogmatique, c'est comme ça. Alors, pourrait-on considérer l'aluminium inoculé comme un implant, un éventuel récepteur à une quelconque sollicitation extérieure? Ah, c'est très intéressant comme question. Parce que vous savez que de plus en plus, il y a des gens qui sont sensibles aux ondes électromagnétiques, aux ondes Wi-Fi, aux ondes, à toutes les ondes. Eh bien, peut-être justement que c'est à cause de cet aluminium. Parce qu'il est possible, on sait que les ondes électromagnétiques, bon, évidemment, elles vont aimanter et cet aluminium, il va peut-être s'organiser exactement comme de la limaille de fer, il va peut-être s'organiser dans une architecture qui est en lien avec l'onde électromagnétique, ce qui est tout à fait cohérent. Et à ce moment-là, ça pourrait expliquer cette sensibilité aux ondes électromagnétiques. Tous ces hypersensibles aux ondes électromagnétiques, il faudrait qu'ils fassent un travail pour nettoyer ces métaux lourds en eux et voir si le malaise perdure après. Alors, c'est pas dit que ça fonctionne, mais on pourrait chercher dans ce sens-là. Alors ça, c'est très important de savoir qu'il y a des moyens d'éliminer ces métaux lourds, de stimuler l'élimination de ces métaux lourds. Ce sont les microzymas de toute façon qui font le travail, mais on peut stimuler les microzymas avec de l'homéopathie de qualité, surtout pas boiron bien sûr, mais avec de l'homéopathie de qualité, et en prenant beaucoup de vitamine C, on doit pouvoir se permettre d'éliminer tous ces métaux lourds. Mais alors justement, il y a Karine là qui nous dit, merci pour votre réponse, quel protocole suivre avec les vitamines C, E et B, dose, durée, etc. voilà, ben, ça dépend évidemment, la dose, la durée, tout ça dépend du poids et de Ben, l'état de les personnes, elles peuvent te contacter directement. Je veux dire, bien sûr. ouais, C'est ce qu'il faut mieux toutes les faire. coordonnées de Alain Scoli sont sous la vidéo. Donc, il a un site, hein, donc n'hésitez pas à prendre contact. Alors, ce qu'il faut dire quand même, ne surtout pas faire de traitement homéopathique ou énergétique pour faire éliminer ces métaux lourds sans qu'il y ait simultanément cette complémentation suffisante en vitamines. Sinon, vous allez soulever le métal lourd et puis il va se redéposer un peu plus loin et faire de nouveaux dégâts. Donc, il faut vraiment, en même temps, il faut à la limite commencer une cure de vitamines. Une dizaine de jours après, commencer le travail de nettoyage, de stimulation pour nettoyer les métaux lourds et continuer la vitamine encore des semaines et des semaines après la fin de la cure. Donc, et puis, il y aurait, parce qu'on avait fait aussi ensemble une émission sur les vitamines, hein, et puis on ne prend pas n'importe quelle vitamine. C'est-à-dire qu'il y a aussi à boire et à manger dans la fabrication des vitamines. Ok. Alors, il y a Evelyne Louise qui nous. Alors, je ne sais pas si c'est bien en lien avec la vaccination, mais elle a dû saisir le fait que tu faisais du décodage tout à l'heure et qui nous dit: pouvez-vous aborder le sujet de la cutie et virer sa cutie? Quel est le décodage? Alors, virer sa cutie, justement, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que le virage de cutie, c'est lorsque l'enfant va mettre en route le démontage de ce petit cancer du poumon qu'il a à la naissance, qu'il a fabriqué quand il était dans le ventre de sa mère avant de naître. Voilà. Et c'est là que, effectivement, son organisme construit des bacilles tuberculeux, et à ce moment-là, la cutie devient positive.
et qu'il va démonter ce petit cancer du poumon. Alors, selon la taille, ça va être plus ou moins manifeste. Il aura 37,1, 37,2, 37,3, jusqu'à 37,6 ou 37,8 tous les soirs. Il va tousser plus ou moins. Il aura éventuellement un peu de sang dans les crachats. Donc, on est bien dans le sujet. D'accord. Ok, super. Alors, encore une question. Donc, enceinte de 6 mois, je me questionne sur l'obligation vaccinale de mon futur bébé. Comment éviter la vaccination? Alors, du coup, super, elle nous, elle nous tend la perche pour l'information qui va suivre. Est-ce qu'un pédiatre peut suivre le développement d'un bébé en acceptant le refus de vaccination des parents? Quelles sont les alternatives? Merci. Eh ben, alors, donc, du coup, qui c'est qui Non, écrit? Je n'ai pas le. c'est pas grave. Il n'est pas signé, c'est pas grave. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certes une obligation vaccinale. Alors, il faut bien sûr que les mamans ne se vaccinent pas, hein. Ça c'est clair. Mais il faudrait aussi absolument éviter tout vaccin avant l'âge de 9 mois. Une chose importante à savoir, c'est qu'on n'est pas du tout obligé de faire suivre son bébé par un pédiatre. On peut le faire suivre par un médecin généraliste, par un homéopathe, qui sera quand même beaucoup plus souple par rapport à ce genre de pratique, et lui dire qu'on veut attendre l'âge de 9 mois pour commencer les vaccinations. C'est déjà beaucoup moins grave si les vaccinations surviennent seulement à 9 mois, parce que cette poussée de croissance énorme dont je parlais tout à l'heure, les 9 premiers mois, elle se calme après. Et donc l'enfant est beaucoup moins fragile. Voilà. Alors après, la stratégie pour éviter l'obligation vaccinale, elle est extrêmement complexe. Elle est à mettre en place cas par cas. Quelqu'un me disait ce matin, lorsque, lorsque ses enfants ont eu à être vaccinés, bon, ils avaient déjà eu un vaccin. Donc, lorsqu'il a pris conscience, il a dit, bon, mon fils a fait un choc anaphylactique lors du vaccin. Alors, est-ce que vous pouvez me signer un papier comme quoi, si vous le revaccinez, il ne refera pas un choc anaphylactique? Alors, donc ça, c'est une première stratégie possible, mais il faut qu'il y ait eu un premier vaccin avant. Ou alors, il faut qu'il y ait eu, on peut toujours dire qu'on a fait un choc anaphylactique suite à une piqûre d'abeille ou un truc comme ça. On peut toujours broder, hein. Une autre possibilité, mais je ne sais pas dans quelle mesure ça va être viable, il faudra le tester au niveau législatif, au niveau politique, c'est de demander un bilan HLA. Ça s'appelle exactement un typage HLA. Parce que ce typage HLA devrait permettre de savoir préalablement si l'enfant a besoin du vaccin, s'il est capable d'y répondre de façon positive, et si éventuellement il y a un risque de complications graves. Et ce typage HLA, c'est un examen extrêmement onéreux, et il faut donc demander à la Caisse de sécurité sociale de prendre en charge. En général, ce sera refusé, et donc ça permet de gagner du temps en tout cas, et parfois de gagner 20 ans, quoi, hein. C'est déjà pas mal, hein. Sinon, je crois qu'il y a une association enfin, il y a pas mal d'associations qui sont opposées aux vaccinations et qui réclament la liberté vaccinale, mais il y en a une qui me semble extrêmement agissante à l'heure actuelle, c'est l'UNACS, UNACS. L'UNACS qui a son siège, enfin, qui a ses avocats attitrés, et qui a vraiment beaucoup de tonus pour essayer de permettre aux parents de vivre une certaine liberté par rapport à ces vaccinations obligatoires. Voilà. Mais je n'ai pas d'autres clés à ce jour. Ce qui est sûr, c'est que si jamais vous devez vous plier aux vaccinations, vitamine C, vitamine C, vitamine C, hein, et des quantités énormes de vitamine C, et si possible aussi de vitamine E pour mettre à l'abri le cerveau. La vitamine C met à l'abri la plupart des organes vitaux, puisque la plupart de notre corps, c'est de l'eau, mais il y a aussi la peau, le cerveau, l'intérieur des artères qui sont essentiellement lipidiques, qui sont des graisses, et là, c'est la vitamine E qui va agir. Donc, si on met l'enfant sous vitamine C et vitamine E à bonne dose, en principe, il ne devrait pas y avoir de complications trop graves. Après, je veux dire, c'est vrai que l'obligation vaccinale, elle est d'autant
plus importante qu'on souhaite mettre son enfant en crèche ou à l'école parce qu'on ne peut plus accéder. Mais c'est certainement aussi une invitation à s'organiser autrement. Parce que finalement, si on évite ces circuits-là, pour s'organiser de façon solidaire et différemment, en sachant que l'école n'est pas obligatoire, l'enseignement est obligatoire, mais l'école n'est pas obligatoire. Donc, c'est aussi une invitation, voilà, à s'organiser autrement, sur d'autres valeurs, sur d'autres. Oui, on risque d'avoir des bouleversements sociopolitiques, économiques d'ici très, 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 très peu de temps. Et on peut espérer que les choses vont changer. Mais c'est vrai que tout ça, il faudrait le reprendre. Une chose essentielle par rapport à ça, arrêtez de se sentir coupable. Ouais. Lorsque vous ne voulez pas faire vacciner votre enfant, vous n'êtes pas coupable. Vous êtes simplement des gens qui cherchent. Alors posez des questions. Jean-Pierre Joseph, il dit, faites l'âne. Lorsque le pharmacien vous donne un vaccin, vous dites, mais c'est pas un vaccin, ça. Comment vous pouvez savoir que c'est un vaccin? Parce que c'est écrit, mais ça prouve rien que ce soit écrit. Et pourquoi il y a tous ces produits à l'intérieur? Hein, ça, c'est quoi ça? Est-ce que vous pouvez m'assurer que ça ne risque rien? Hein, il faut faire l'âne, mais il faut aussi sortir de toute culpabilité. Hein, vous n'êtes pas coupable parce que vous êtes intelligent. Vous êtes simplement prudent et voilà. Et vous demandez des précautions, vous demandez des assurances. Hein, aujourd'hui, on est dans la société où tout est assuré, mais purée, pour les vaccins encore plus. Hein, assurez-vous que ça ne risque rien, que le médecin vous fasse un papier écrit comme quoi ça ne risque rien. Parce que ça, il vous le dira, ça ne risque rien, mais il ne vous l'écrira pas. Hein, et ça, vous n'aurez jamais un médecin qui vous assurera, qui vous fera un certificat comme quoi je confirme que ce vaccin est utile et qu'il ne créera aucun dommage à votre enfant. Jamais un médecin n'acceptera d'écrire ça. Donc ça permet déjà, et c'est pareil pour le directeur de la crèche, quoi. Hein. Demandez au directeur de la crèche, vous voulez que mon enfant soit vacciné, faites-moi un papier comme quoi vous m'affirmez qu'il n'aura pas de complications suite au vaccin. Je crois qu'il faut y aller au culot, mais sortir de toute peur, de toute culpabilité. Vous avez le droit de penser autrement que lui. Autrement, et puis c'est vraiment cultiver son discernement et aller avec plus de conscience dans ce qu'on met dans son corps, parce qu'il y a les vaccins, mais il y a effectivement aussi toutes les nourritures, ces nourritures, ces plats préparés, enfin tout ce qu'on nous vend dans le commerce, qui sont bourrés d'addictifs. J'appelle ça les addictifs parce que ça a juste l'effet d'empoisonner notre corps et de nous rendre addicts à certains produits. Mais il y a des produits extrêmement dangereux, hein, dont on sait que ça englue le cerveau, que ça nous tue à petit feu, et où la France reste le seul distributeur, parce que c'est interdit partout en Europe, sauf en France. Oui, on est vraiment dans une dictature ici. Ouais. Donc c'est vraiment développer son discernement et s'intéresser à ce qu'on met dans son corps. Lire les étiquettes, parfois c'est même plus suffisant parce qu'ils ont inventé d'autres mots. C'est-à-dire que c'est Nelly Grosjean qui me disait dernièrement que l'aspartame, maintenant, ça apparaît sous arôme naturel. Donc on ne peut même plus se fier. Donc l'idée, c'est vraiment d'en revenir à des choses plus. Ah oui, mais c'est à l'époque, quand je préconisais la vitamine C naturelle, mais c'est hallucinant, parce qu'il vous donne un comprimé de vitamine C, soi-disant dosé à 500 mg de vitamine C naturelle, c'est en tout cas ce qui est écrit, et en fait, il y a à peine 100 mg de vitamine C naturelle, et il rajoute de l'acide L-ascorbique pour arriver à 500 mg, et c'est légal, ils ont le droit. Hein, voilà, ils ont le droit de marquer 500 mg de vitamine. Alors ils vont payer ça à la peau des fesses, et puis en fait, on se moque du monde, quoi. Hein. C'est une escroquerie. Super. Eh ben, écoute, Alain, merci beaucoup. Donc, c'est merci Angélique, hein, qui a signé finalement sa question. Et merci énormément pour cette émission. Le mot de la fin pour les vaccinations, qu'est-ce que tu auras envie de dire? Ah, je crois qu'il faut revenir au spirituel. Il faut revenir au vrai spirituel. Et le vrai message du Christ, c'est une histoire d'amour. On est invité à entrer dans un immense amour avec notre Créateur, qui est d'abord et avant tout une maman infiniment tendre.
et qui nous veut le meilleur, qui veut le meilleur pour nous et qui ne veut surtout pas nous punir, mais en même temps qui nous laisse totalement libres d'entrer dans cette danse d'amour Mmh. ou de ne pas y entrer. Mmh. Je crois que c'est ça. Et si on accepte cette notion-là, la maladie, c'est un processus de guérison. Mmh. Et c'est pas du tout quelque chose qui nous punit. Voilà. Tout à fait. Le créateur n'est pas un père fouettard, pervers narcissique et qui cherche à nous faire du mal. La vie nous aime, hein, ce que je dis tout le temps, la vie Voilà, nous la vie aime nous aime. infiniment. Et oui, oui, Bon, oui. tout à fait. Merci Alain. Donc, tu proposes, hein, des formations, tout est sur ton site, voilà, il y a de l'accompagnement, de la formation, voilà, donc Ouais, les en personnes qui sont particulier, intéressées. si des personnes veulent comprendre comment fonctionne la vie réellement de A à Z, c'est-à-dire la microbiologie, les microzymas, la psychosomatique et toutes ces choses-là. Donc, on fait des séminaires de 2 jours très régulièrement Mmh, et vous êtes bienvenus. Vous repartirez avec une plaquette, avec l'essentiel du message mmh, et vous aurez un maximum d'informations. mmh. OK, super, super. Voilà, Merci beaucoup et on se retrouve, très prochainement donc, avec, super. une nouvelle émission sur la religion médicale. Voilà, là, ça va être coton. Voilà. Au revoir Alain, à très bientôt. À Au revoir à bientôt. tous et belle journée.